L'heure est grave. Aujourd'hui, il est important de rappeler au peuple africain et au monde entier en général certaines choses qui pourront aider et ces générations ou les générations futures. Je me suis décidé ainsi d'ouvrir, n'est-ce pas, ce livre que j'ai écrit il y a depuis 7 ans avec les moyens adéquats de la technologie qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir nous exprimer autre moyen que celui d'écrire. Il est donc important que je puisse mettre ces écrits à la disposition de ceux-là qui n'ont peut-être pas le temps de pouvoir ici prendre quelques minutes pour s'éclairer, s'abreuver dans des manuscrits. J'ai donc décidé de mettre à la disposition du public africain en particulier et du monde entier en général ces écrits de manière sonore. Vous m'excuserez si je n'ai pas justement pris le soin peut-être d'émettre une vidéo à propos. Il me sera difficile, n'est-ce pas, de le faire pendant plus d'une heure en montant des images pour mieux illustrer ma pensée. C'est pour cela qu'ainsi, j'ai décidé de mettre sous forme sonore ce message afin que vous puissiez l'écouter. Chers Africains, l'heure est grave. Et ce que j'ai écrit il y a de cela 7 ans, aujourd'hui, je suis content que la plupart de ces grands panafricanistes aujourd'hui parlent, n'est-ce pas, de ce que j'avais prédit et qui se réalise. Une fois de plus, moi c'est Bertrand Elogo et aujourd'hui, je vous expose la pensée de mon livre qui s'intitule Vision du monde, dialectique du problème africain. Je vais prendre le temps ici, sous forme sonore comme je l'ai si bien dit, de vous lire ici toute ma pensée qui concorde avec une vision générale actuelle de l'Afrique. Écoutez. Je le dis ainsi et je ne me permettrai pas de m'ériger en ma modeste personne en tant que savant dans un quelconque domaine pour exprimer mes opinions, même les plus paradoxales, qui pourraient contredire l'immense savoir de mes lecteurs. Je me dois toutefois de raisonner sur certains faits qui marquent mon existence et comme en l'occurrence de me prononcer sur des sujets à même d'édifier. J'ai pendant plusieurs mois et années médité sur le contenu de cet ouvrage avant de prendre ma plume, et j'aurais voulu qu'elle s'attelle uniquement à narrer l'esclavage en dénonçant son atrocité. Mais ayant appris que l'histoire n'est pas dissociable du vécu quotidien et s'écrit chaque jour, je pris encore plus la résolution de la nourrir au regard des faits journaliers des États, en étant contraint dès lors par logique d'évoquer des sujets d'ordre politique et socio-économique afin de démontrer avec plus d'aisance la pertinence de mon doute. L'esclavage subsiste. Celui-ci, au fil du temps, a pris des formes variées et des objectifs précis. L'impérialisme, la colonisation et le néocolonialisme restent à cet effet des exemples qui caractérisent de nos jours comme par le passé l'assujettissement de certaines nations par d'autres, aussi bien sur le plan politique, économique que social. Je me suis ainsi fixé d'écrire sur l'esclavage, donc sur l'impérialisme, la colonisation ou sur toute dénomination dont il porte, en me prononçant dès lors sur des sujets d'ordre politique, économique et social, en l'exemple des régimes politiques, des guerres menées pour la quête des matières premières, des problèmes d'immigration clandestine et bien d'autres. Et ceci non par haine envers un quelconque peuple ou une race, mais par nécessité pour tous afin d'unir et d'apporter l'harmonie entre les nations sans laquelle les guerres ne cesseront de proliférer et d'installer la désolation. Il faut cependant un débat sincère pour y arriver. Et d'entrée de jeu, celui-ci commencera en Afrique. Non parce qu'elle est plus importante, mais parce que pour le moment, c'est bien ce que me dicte mon instinct.
Il ne s'agira pas uniquement de dénoncer l'esclavage, l'impérialisme ou la colonisation, mais de montrer par ailleurs que ces doctrines semblent jouer un rôle non négligeable dans la situation politique et socio-économique des États actuels, aussi bien en Afrique qu'en Occident. Il sera donc également question de résoudre un problème donné et en mettant l'accent sur l'impact de ces derniers dans le monde, en particulier en Afrique. Cet ouvrage, que je vous le mets sous forme sonore, apporte à cet effet quelques réponses à la situation de l'Afrique après les indépendances et aux différentes guerres menées dans le monde. La dialectique du problème africain est une vision, et pour parler franc, c'est également ici un journal d'un citoyen du monde à l'afflux des faits quotidiens qui ne peuvent laisser indifférents et principalement en Afrique. Elle n'est pas une œuvre uniquement dédiée aux Africains, mais aussi au reste du monde. Cet ouvrage se veut essentiellement pédagogique et n'a cependant aucune restriction ni de couleur, ni de continent et encore moins de religion pour ceux qui tiennent à s'édifier. Alors, généralement, on se pose la question de savoir, existe-t-il un problème africain? Je rappelle que l'œuvre dont je vous fais parvenir sous forme sonore est une œuvre intitulée Vision du monde, dialectique du problème africain. Pour résoudre le problème africain, nous allons déjà commencer par nous poser la question de savoir, existe-t-il un problème africain? S'interrogerait-on d'entrée de jeu s'il en existe réellement? Or, au regard des nombreuses crises actuelles que vivent les États d'Afrique, et ceci depuis plus de 5 décennies juste après les indépendances, on ne peut manquer de se questionner sur les véritables fondements de tels bouleversements. La montée en puissance des mouvements terroristes qui suscitent au quotidien la panique, la guerre et l'esclavage en Libye comme aux temps anciens, l'immigration clandestine, le problème de la RCA avec des génocides tout comme celui du Rwanda quelques décennies avant, le cas de la RDC, du Mozambique, du Tchad ou de la Côte d'Ivoire il y a quelques années plus tôt, celui du Mali et de la plupart des États du continent qui ne cessent aujourd'hui de vivre des troubles sociopolitiques ou économiques. Existe-t-il donc un problème africain tel que posé? Oui, nous le confirmons. C'est bien évidemment celui de l'instabilité politique. La vraie question est donc celle de savoir qu'est-ce qui en est la cause. C'est dans cette optique que s'inscrit notre ouvrage, afin de trouver des solutions aux maux qui minent le continent africain. Nous ne manquerons pas à cet effet de faire une analyse critique sur le politique en Afrique et par ricochet au modèle étatique que prône et exige l'Occident dans cette partie du monde. D'emblée déjà, il conviendra ainsi, dans le premier chapitre de l'œuvre que nous aborderons ici sous forme sonore, de connaître déjà l'histoire du continent dans son ensemble et de mieux comprendre les enjeux politiques mis en place qui ne cessent malheureusement de plonger celui-ci dans des guerres sans merci. Nous illustrerons et analyserons aussi ensuite dans la même lancée des cas tangibles comme celui de la Libye qui montre sur le plan social la profonde cause des conflits en Afrique et par contre-coup les conséquences de ces derniers. Par ailleurs, la dialectique du problème africain vise à présenter les méthodes utilisées par certains pays occidentaux qui conduisent constamment les États africains dans un chaos aussi macabre que consternant. Celle-ci de même dialectique sur les idéologies politiques dans le monde et principalement celles imposées en Afrique. La démocratie, par exemple, que dit d'un tel modèle politique? Serait-elle un mythe ou une réalité du XXIe siècle? Autant de sujets qui entreront dans cette discussion du problème africain. D'autre part, même si ce n'est que par le biais de l'antre ou sonore, notre objectif est celui de libérer l'Afrique de l'impérialisme et aussi du lacisme dont fait preuve les pays africains face aux dominations étrangères, afin que règne la stabilité politique, la paix dont elle a toujours détenu bien avant l'arrivée des puissances occidentales.
Car, contrairement à l'histoire travestie, qui fait de l'homme africain, ou principalement de l'homme noir, un indigène et un barbare, à qui la civilisation a été imposée par l'Occident, les Africains ont pourtant été toujours des peuples civilisés et solidaires. C'est pourquoi nous trouverons juste d'évoquer dans cet ouvrage le concept de civilisation, afin de mieux le définir. La civilisation doit-elle être uniquement perçue sur un plan matériel? Est-ce l'amélioration de la condition de vie de l'homme sur le plan technologique, économique et autres domaines qui n'impliquent pas la morale, qui fait de celui-ci un être civilisé? Plusieurs sujets feront ainsi l'objet d'une analyse qui reste évidemment dans le cadre d'apporter des solutions aux problèmes africains. Il n'est cependant pas question de cultiver dans les cœurs des Africains le racisme ou la haine, car les peuples d'Occident sont certainement tous autant indignés que ceux d'Afrique par les politiques impérialistes de leur gouvernement. Mais il s'agit plutôt ici d'éveiller davantage en eux un esprit patriotique afin d'améliorer leur quotidien et de défendre comme d'autres peuples avec la dernière énergie leur liberté et leur richesse contre toute puissance impérialiste afin qu'on ait définitivement sur le continent une vue qui soit celle du panorama du développement et celle d'un territoire autonome et prospère. Ce manuel, que ce soit sous forme écrite ou que ce soit sous forme audio, ne sera donc pas une forme de procès à titre personnel contre les peuples d'Europe ou d'Amérique, mais contre des gouvernements qui vivent des guerres et des génocides perpétrés en Afrique et qui détiennent à leur tête les héritiers d'une culture raciste et impérialiste qui, tout comme leurs ancêtres, ne cessent de perpétuer cette tradition. Le citoyen lambda de bonne moralité, et ceci qu'il soit d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et autres, conviendra sans embâche que l'homme mérite d'être traité avec dignité, quelle que soit sa teinte de peau. Nous qui sommes farouchement opposés à toute politique impérialiste, nous n'admettrons jamais que l'Afrique soit davantage humiliée. Au siècle qui précède, l'esclavage et la colonisation furent. Visiblement, cette doctrine fantasque semble se présenter de nos jours dans les États du continent sous un aspect inoptique et nouveau où, curieusement, l'opprimé a d'une manière atypique pour idole l'oppresseur. Une véritable incongruité qui amène conséquemment à s'interroger dans des moments où les Africains sont plus que hier confisqués dans une mentalité qui n'a d'égal que leur lacisme face à l'adversité. Des crises ne cessent de naître au quotidien sous la houlette d'un Occident décidé comme par le passé à imposer en Afrique sa suprématie dans l'optique de la piller. Mais fort malheureusement, que font les Africains? Ceux-ci, pour certains, à travers les mers et les océans, vont dans des aventures souvent sans lendemain. Pour d'autres, c'est encore mieux, semble-t-il, de rester bonnement à attendre en terre africaine leur mort prochaine dans des génocides ou dans des guerres civiles organisées. À qui donc la faute en réalité? Les Africains sont-ils totalement innocents ou responsables de leur malheur? Les pays africains sont-ils réellement indépendants? Peut-on dans un futur proche voir en Afrique des pays développés qui disposent librement de leurs ressources naturelles, comme ceux d'Europe ou d'Amérique? Encore des questions, parmi tant d'autres, qui suscitent de nos jours la polémique. Au vu de l'histoire et des faits quotidiens, se pose le problème africain tel qu'évoqué plus haut, et notamment celui de l'instabilité politique, qui reste le dénominateur commun à toutes ces nations depuis plus de 5 décennies après les dites indépendances, en engageant dès lors des crises sur le plan économique et social. Ainsi, l'entre que nous nous acharnerons et notre voix que nous épuiserons à travers cet audio nous permettra ici à mettre sur pied une véritable controverse et qui représente une humble contribution à trouver des solutions aux interrogations qui ont ci-dessus été évoquées. Cependant, pour mieux cerner notre problème, afin d'apporter des réponses concrètes dans cette discussion, nous ne manquerons pas dès lors d'articuler notre problématique sur les causes réelles des conflits en Afrique. Il s'agira dans cette lancée de nous poser les questions de savoir comment justifier d'entrée de jeu autant d'agitation et de troubles en matière politique dans les États africains. Comment expliquer de même que dans la nomenclature des régimes politiques existants, il n'y a que le concept de démocratie qui semble faire l'objet d'une véritable djihad entre guillemets politique en Afrique, alors que jusqu'ici, tous laissent paraître un sentiment d'échec au regard des crises qui ne cessent de naître. Comment comprendre l'ingérence des puissances occidentales dans la gestion politique et économique des États africains? L'entêtement de l'Occident en Afrique à vouloir tout contrôler, est-ce de bonne foi ou de bonne guerre? Les Africains sont-ils simplement inaptes
à se prendre en charge? Si oui, comment expliquer dès lors la démarcation de certains pays comme la Libye de Kadhafi en matière de développement et de l'amélioration des conditions de vie des populations, bien au-dessus même d'un niveau de vie connu au sein des grandes nations en Occident tel que nous l'avons connu? Et sinon, quelles sont les causes réelles des conflits en Afrique? Vision du monde, dialectique du problème africain est donc cet ouvrage que je mets sous forme audio pour vous permettre en effet de répondre à toutes ces interrogations. Ainsi, pour répondre à toutes ces interrogations, nous vous proposons donc au titre d'une dialectique sous forme écrite que j'ai eu à mettre sur pied, de faire en partie des thèmes traités des sujets de dissertation. Ceux-ci entretiendront dans l'enchaînement du raisonnement, des liens étroits et ceci dans le souci de démontrer avec plus de noblesse la cohérence et la véracité des faits. À chaque argumentation, nous dialectiserons ici au fur et à mesure de façon constructive sur des notions nous permettant de mieux comprendre et de répondre à notre problématique telle que posée plus haut, ainsi que d'apporter des solutions au problème qui a fait donc l'objet de nos écrits. La dialectique du problème africain part dans une logique des faits et de l'histoire, en dénonçant par là l'impérialisme, la traite des Noirs, l'immigration clandestine et ses causes, les préjugés sur l'Afrique, les guerres civiles organisées dans le but d'exploiter les matières premières, la mentalité africaine. Celle-ci traite de même les sujets d'actualité et présentent par la suite les grands concepts occidentaux qui causent dans les États africains un véritable quiproquo ou démontrent ainsi, comme dans le cas libyen, le manque d'unité flagrant qui prédomine de nos jours entre les peuples et les États du continent africain. Par ce procédé d'écriture, et comme cela pourra se constater, nous aboutirons au fur et à mesure de nos exposés à des conclusions saillantes et fondées par une analyse minutieuse des faits et des concepts en vue d'apporter des solutions à ce problème africain, qui logiquement un peu plus loin dans l'ouvrage pose aussi une problématique sur le plan mondial. Par ailleurs, des excuses à toute personne dont les sujets qu'ils auraient voulu que l'on mentionne n'eussent été évoqués. Ceux-ci le seront dans le deuxième volume. Les premières intentions qui animent d'abord cet ouvrage et cet audio sont celles d'éveiller davantage, comme d'autres l'ont fait avant, la conscience des dirigeants et des peuples africains et de trouver à la limite du possible des solutions face aux maux qui minent le continent. Car le développement de l'Afrique se fera par les Africains et non autrement. Cet ouvrage et cet audio ne peuvent donc être ici à cet effet une humble contribution en interpellant aussi bien les peuples d'Afrique que le reste du monde sur des questions à même d'édifier. Nous allons passer donc ici au vif du sujet en parlant de la présentation du problème africain au paradigme de l'histoire impérialiste en Afrique. Il s'agira ici pour nous de quitter de très loin en exposant, n'est-ce pas, l'histoire de l'Afrique pour mieux présenter aujourd'hui les problèmes que vivent les peuples d'Afrique et en exposant les difficultés qu'ils rencontrent, ainsi pour mieux cerner la quintessence de la problématique que nous venons d'évoquer avec ce nombre de questions. Alors, il est donc important que nous partions dans l'histoire, très loin en arrière, au niveau de la colonisation, pour ainsi expliquer qu'est-ce qui pourrait bien être à l'origine, n'est-ce pas, de cette exploitation, de ce problème, de cette instabilité politique que vivent les États africains. Il est donc important que nous puissions rentrer dans les sources de l'histoire afin ici de puger tout ce qu'il y a comme problèmes ou séquelles que nous portons sur nous depuis l'époque de la traite négrière, de la colonisation, et ainsi aujourd'hui pour mieux poser le problème des peuples africains. Alors, nous avons donc intitulé ce chapitre « La présentation du problème africain au paradigme de l'histoire impérialiste en Afrique et des faits quotidiens ». Et par cela, nous rencontrons dans l'histoire en rappelant ceci. Henri le Navigateur, prince de Portugal, est l'initiateur des premières expéditions autour de l'Afrique qui débutent en 1434 et aboutissent au doublement du cap de Bonne-Espérance par Bartholomew Dias en 1488 et à la découverte de la route des épices, l'océan Indien, par Vasco de Gama en 1497-1498. Les Portugais établissent des comptoirs à Fort d'Elmina sur la côte de l'Or en 1481 et sont bientôt suivis par les Français, les Hollandais et les Anglais. Les nouveaux venus négocient avec les peuples côtiers les produits africains locaux, or, ivoire, gomme, peau d'animaux et les esclaves,
contre de la verroterie, des objets de mauvaise qualité et des fusils sommaires. Partout où ils accostent, les ensembles commerciaux et politiques existants ou en cours de fonctionnement sont perturbés. Disparition du grand commerce transsaharien et des grands empires, et les systèmes économiques et religieux modifiés. Économie de Crète, introduction au christianisme, au profit d'un commerce inégal ou honteux que l'on a nommé par traite négrière. Il est important que nous rentrons dans l'histoire pour comprendre un certain nombre de choses. Ainsi donc, au cours des 4 siècles du commerce des esclaves, des millions d'Africains sont victimes de ce trafic de vies humaines. La plupart sont capturés par d'autres Africains et échangés contre différents biens de consommation. Le premier grand royaume à tirer profit du commerce des esclaves est celui du Bénin, dans l'actuel Nigeria, fondé au XIIe siècle. Vers la fin du XVIIe siècle, le royaume du Bénin est supplanté par les royaumes du Dahomey et d'Oyo, ainsi que d'autres royaumes. Au milieu du XVIIIe siècle, les Ashantis de l'actuel Ghana commencent leur ascension. Sous la Zantérène roi Osei Koro, qui règne de 1764 à 1777, ils s'approchent des comptoirs commerciaux européens établis le long de la côte de l'Or, auquel fait partie intégrante le commerce des esclaves. À la fin du XVIIIe siècle, les sociétés philanthropiques britanniques s'opposent à ce commerce et à la suite de la décision Maxwell qui a libéré les esclaves au Royaume-Uni en 1772, des projets sont établis pour la création d'une colonie d'esclaves libérés en Afrique occidentale. La première tentative, 1787-1790, dans la baie de Saint-Georges, aujourd'hui en Sierra Leone, est un échec. Une deuxième tentative, lancée par les abolitionnistes, aboutit à la fondation de Freetown, dans la même région 1788-1792. L'exemple de la Sierra Leone attise l'intérêt des libéraux américains et en 1821, une société philanthropique américaine, l'American Colonization Society, fonde sa propre colonie du Libéria. Les expansions en Afrique orientale sont de même lancées lorsque les Portugais prennent contact avec le royaume de Congo dans les années 1480. Ils s'allient avec le souverain qui se convertit au christianisme. Toutefois, le commerce des esclaves, introduit de force par les Portugais, attise les conflits locaux. À cette époque, près de la moitié des esclaves envoyés vers les Amériques sont originaires de cette région. À partir du milieu du XVIe siècle, les colons portugais profitent pour imposer leurs lois au souverain Congo, dont le royaume finit par s'effondrer. Dans le sud, ils fondent Luanda en 1575 pour servir de base arrière à leurs expansions vers l'arrière-pays, qu'ils ne soumettent réellement que vers 1920. Sur la côte d'Afrique orientale, ils soumettent le Monomotapa et isolent le Mozambique du commerce arabe. Les expéditions de Vasco de Gama puis d'Alfonso d'Albuquerque entraînent la destruction de nombreux États cités, le Kilwa, le Mus, à l'entrée du golfe arabo-persique. Par ailleurs, la côte d'Afrique de l'Est retombe aux mains de gouvernements locaux ou des marchands musulmans en 1698. Au XVIIIe siècle, elle passe sous le contrôle de sultans d'Oman qui finissent par s'installer à Zanzibar, où le sultan Saïd Saya transfère le siège du sultanat début du XIXe siècle. Il pousse les commerçants saoulis à nouer des liens commerciaux avec la région des Grands Lacs et à y établir des comptoirs. C'est avec leurs aides que les explorateurs britanniques Richard Francis Burton et John Annis Speke cherchent les sources du Nil en 1858. Lié à celui de l'Ivoire, le commerce d'esclaves est actif dans la région, de nombreux Africains étant capturés pour travailler dans les plantations de clous de girofle à Zanzibar et pour les marchés d'esclaves du Proche-Orient. En Éthiopie, l'arrivée des Portugais a permis de repousser une invasion musulmane en 1542. Toutefois, à la suite de querelles doctrinales entre coptes orthodoxes et jésuites portugais catholiques, les Portugais sont expulsés en 1632. L'Éthiopie entre alors dans une période d'isolement et, au XVIIIe siècle, la monarchie est au bord de l'effondrement. Elle s'ouvre de nouveau au monde occidental après la chute du Négus Kassa Théodoro II et l'accession au pouvoir de ses successeurs, dont Ménélique II, qui s'appuie sur les Européens pour moderniser son pays. Plus encore, en Afrique australe, les conquêtes sont au paroxysme. En 1652, les Hollandais, qui ont besoin d'une escale sur la route des Indes orientales, Indonésie, s'établissent autour de la ville du Cap. Ils sont suivis par des fermiers adeptes d'une interprétation rigoriste de la religion, les Boers, ou fermiers en néerlandais. En 1795, les Britanniques occupent l'Afrique du Sud, mais ne peuvent retenir les Boers, qui émigrent vers les riches vallées du Val, où ils rencontrent les Zoulous et d'autres peuples bantous se dirigeant vers le sud. Il s'ensuit une succession de guerres cafres où les Africains moins bien armés subissent de lourdes pertes.
On a par exemple la bataille de Blood River en 1840. Les Boers fondent d'éphémères républiques Boers, Transvaal, État libre d'Orange, etc. Mais se heurtent aux Britanniques qui ont mesuré l'importance de la région après la découverte du diamant à Kimberley en 1867. Ainsi, vu les différentes richesses que possède l'Afrique, le partage du continent devint cependant pour l'Occident une évidence dont il fallait néanmoins établir les règles du jeu. Dès lors, à la fin du XVIIIe siècle, l'intérêt scientifique et la recherche de nouveaux marchés et des matières premières stimulent davantage une période d'exploration européenne. L'explorateur britannique James Bruce atteint la source du Nil bleu en 1770. Son compatriote Mungo Park visite Ségou sur le Niger en 1796. Le français René Caillé atteint Tombouctou en 1828 et l'Allemand Henri Bach visite la même cité quelques temps plus tard à partir de Tripoli et du lac Tchad. Le missionnaire britannique David Livingstone explore le Zambèze et, en 1855, découvre les chutes Victoria. En 1863, les explorateurs britanniques John Annis Peake, venant du sud, et Samuel Baker, venant du nord, résolvent en partie le mystère des sources du Nil. À la suite de ces explorateurs, arrivent les missionnaires chrétiens, puis en grand nombre des marchands européens. Et dès cet instant, avec le développement des intérêts privés en Afrique, l'engagement européen s'intensifie. Les Français entament la conquête de l'Algérie et du Sénégal dans les années 1830. L'occupation systématique de l'Afrique tropicale commence au début de la seconde moitié du XIXe siècle dans le sillage des explorations. Les premières missions européennes qui pénètrent à l'intérieur se heurtent aux États en voie de construction, mais le continent a été ravagé par la traite des Noirs et l'importation de fusils. Les chefs africains ne peuvent s'opposer à la pénétration européenne qui a abandonné l'économie de traite, échange des produits de la cueillette contre des biens manufacturés sans valeur pour la recherche des matières premières destinées à alimenter les usines européennes. En 1876, le roi des Belges, Léopold II, fonde l'Association internationale africaine, une société privée chargée de l'exploration et de la colonisation au Congo à son seul profit. Son principal agent est l'explorateur et journaliste américain Henry Stanley. En 1884, la rivalité entre les puissances européennes à la recherche de nouveaux territoires aux frontières inexistantes menace les relations internationales. À la conférence de Berlin, 1884-1885, les puissances occidentales et l'Empire ottoman définissent leurs sphères d'influence respectives, laissant la délimitation des frontières encore inconnue à une date indéterminée. L'accord principal concerne surtout la liberté de navigation sur les fleuves Congo et Niger. En fait, sans le formuler explicitement, les puissances de l'époque se partagent ce que le roi Léopold II a appelé le gâteau africain. Au cours des 15 années suivantes, de nombreux traités sont négociés entre les nations européennes appliquant ou modifiant les clauses de la conférence. La crise de Fashoda en 1899 marque le renoncement de la France aux territoires faisant partie de la vallée du Nil et le triomphe de la politique impérialiste britannique dite du Cap au Caire. Aucun État africain n'a été invité à la conférence de Berlin. Les décisions prises se heurtent à une résistance lors de leur application partout où la situation le permet. Les Français font face à une révolte en Algérie, 1870, et mettent longtemps à contrôler le Sahara, 1881-1905, 1920 en Mauritanie. Dans l'ouest du Soudan, Samori Touré et Amadou, fils et successeur d'El Hadj Omar, tentent en vain de garder leur indépendance. Le Dahomey est occupé par les forces françaises en 1892 et l'Ouadaï au Tchad est la dernière région à tomber aux mains des Français, la bataille de Kousséri contre Rabat en 1900 par exemple. Les Britanniques connaissent une résistance similaire avec les Boers d'Afrique du Sud au cours des périodes 1880-1881 et 1899-1902. Des émeutes se déclarent dans le pays Ashanti, Côte de l'Or, entre 1893 et 1900, ainsi qu'en Sierra Leone, 1897. La conquête des États Haoussa dans le nord du Nigeria se heurte à une forte résistance, 1901-1903, et révolte de Sokoto en 1906. Les Allemands qui ont colonisé dans les années 1880 les actuels États de la Tanzanie, du Burundi et du Rwanda sous l'appellation d'Afrique orientale allemande tentent d'exterminer les Hereros de Namibie 1904-1908 et dans l'actuelle Tanzanie doivent faire face à la révolte des Maji-Maji 1905-1906. Seule l'Éthiopie de l'empereur Ménélik II, qui règne de 1889 à 1909, résiste à la conquête européenne. Victor d'Adoua sur l'Italie en 1886.
Et une fois les territoires pacifiés, les Européens construisent des routes et des chemins de fer afin de faciliter l'acheminement des matières premières vers les ports. Ils font entrer des populations dans leur système économique en instaurant un système d'impôts payables en numéraire grâce à l'introduction de cultures industrielles dites de rente. Arachide, coton, huile de palme, sisal, ou sous forme de travail non rémunéré, le travail forcé pour la construction des infrastructures, routes, barrages. Au cours de la Première Guerre mondiale, les territoires africains allemands sont conquis et la Société des Nations, en abrégé SDN, en fait des territoires sous mandat des puissances alliées. Des dizaines de milliers d'Africains sont réquisitionnés pour combattre dans les armées alliées sur les champs de bataille européens. Après la Première Guerre mondiale, les puissances impérialistes accordent une plus grande attention à l'enseignement, aux services médicaux et à, entre guillemets, l'aide au développement, ainsi qu'à la sauvegarde des droits fonciers des Africains dont on voulait en faire de futurs consommateurs. Néanmoins, les colonies blanches comme l'Algérie, la Rhodésie du Sud, aujourd'hui le Zimbabwe et le Kenya, obtiennent une certaine autonomie interne. Entre les deux guerres, différentes formes de mouvements nationaux et de protestation africains émergent, mais leur activité se limite aux Africains d'éducation occidentale. Des partis de masse se forment uniquement en Égypte et en Algérie. L'Éthiopie est envahie par les Italiens en 1936 et ne regagne son indépendance, si on peut le dire ainsi, qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce conflit, les Africains sont encore plus nombreux à servir dans les armées alliées et constituent même la majeure partie des troupes qui remportent les premières victoires de la France libre, prise de Koufra sous les ordres du général Leclerc en 1941. Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances occidentales européennes sont physiquement et psychologiquement affaiblies et font face à plusieurs révoltes dans leurs colonies pour la lutte des indépendances. Ainsi, en Afrique du Nord, la France se heurte dès 1947 à des revendications nationalistes violentes auxquelles répond son refus de voir appliquer des réformes en faveur des populations locales. La guerre d'Algérie, conduite par des dirigeants comme Ferhat Abbas et Ahmed Ben Bella, commence en 1954 et se poursuit jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. 6 ans après, l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. En Afrique noire, après avoir mis en place l'Union française, la France prépare ses colonies à l'autonomie par le vote de la loi cadre de fer 1956, puis instaure la communauté française en 1958. Dans les années 1960, la décolonisation devient effective avec l'arrivée au pouvoir d'anciens représentants africains à l'Assemblée nationale. Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Modibo Keïta au Mali, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Sékou Touré en Guinée, etc., etc. Dans les territoires britanniques, le changement s'accélère également. Les partis nationalistes qui recrutent dans des groupes socio-ethniques et économiques aussi larges que possible commencent à se former. Le Soudan accède à l'indépendance en 1956 pendant les années 1950. Les activités du mouvement terroriste Momo au Kenya et le charisme des dirigeants populaires comme Kwame Nkrumah au Ghana ou Julius Nyerere en Tanzanie accélèrent le processus. L'indépendance du Ghana en 1957 déclenche une réaction en chaîne de revendications nationalistes. À la fin des années 1970, pratiquement toute l'Afrique est indépendante, sauf les possessions portugaises d'Angola, du Cap-Vert, de Guinée-Bissau, du Sao Tomé et du Mozambique qui, après des années de lutte violente, accèdent finalement à l'indépendance en 1974-1975, à la faveur de la Révolution portugaise. La France donne l'indépendance, si on peut le dire ainsi, aux Comores en 1975, exception faite de l'île de Mayotte qui a voté contre. Djibouti l'obtient en 1977. Le Zimbabwe accède légalement à sa seconde indépendance en 1980, après des années de lutte. Une fois terminées les luttes pour les indépendances, les nouveaux États africains sont confrontés au problème de l'État-nation. Les membres fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, en abrégé OUA, établissent le principe de l'intangibilité de frontières pour éviter les conflits territoriaux nés du découpage arbitraire des pays à la conférence de Berlin en 1884-1885. À l'indépendance, les mouvements nationalistes dominants s'installent de manière permanente au pouvoir. Les jeunes pays africains sont confrontés à la manifestation de divisions ethniques, dont la guerre du Biafra, opposant à la fin des années 1960 le Nigeria au peuple des Igbo, avec pour enjeu la richesse pétrolière de la région, est l'un des exemples les plus sanglants. Au nom de l'unité nationale et de la lutte contre le tribalisme et le vote ethnique, le multipartisme est souvent remplacé par des régimes de partis uniques. Lorsque les gouvernements issus de l'indépendance se révèlent incapables de répondre aux attentes des peuples,
l'armée occupe le devant de la scène, promettant de remettre le pouvoir aux civils dans un délai déterminé. Ces militaires, souvent issus des classes populaires et parfois aidés par les Occidentaux, que ce soit par des armées régulières ou par des mercenaires, se posent en gardiens efficaces et sincères des intérêts du peuple. Le goût du pouvoir fait ainsi son œuvre et les régimes militaires se révèlent aussi corrompus que leurs prédécesseurs, voire sanguinaires, comme en Ouganda sous Idi Amin Dada ou en République centrafricaine avec Jean Bédel Bokassa, etc., etc. Jusqu'à la fin des années 1980, de nombreux dictateurs africains autoritaires et corrompus conservent ainsi le pouvoir en bénéficiant du soutien des grandes puissances pour des raisons stratégiques liées à la guerre froide. Au tournant des années 1980-1990, la chute du communisme induit un mouvement de démocratisation en Afrique avec l'établissement des systèmes multipartites dans plusieurs pays, Niger, Mali, Malawi, Zambie par exemple, et un début de règlement des grands conflits qui ensanglantent le continent, en particulier en Érythrée, qui accède à l'indépendance en 1993, et en Angola, la Namibie voisine s'étant libérée de l'emprise sud-africaine en 1990. Le démantèlement pacifique de l'apartheid en Afrique du Sud, avec la tenue d'élections multiraciales en 1994 et l'élection de Nelson Mandela à la présidence de la République, résonnent comme la renaissance démocratique de l'Afrique. Ce processus tend à provoquer la résurgence des questions régionalistes comme au Sénégal avec la crise casamançaise et l'éclosion d'affrontements internes dégénérant en guerre civile sanglante. La région des Grands Lacs est ainsi le théâtre en avril 1994 du génocide perpétré au Rwanda contre les Tutsis et les Hutus modérés, puis de la guerre civile en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, après le renversement du régime du maréchal Mobutu en 1997. Avec une régionalisation du conflit sur fond de lutte pour l'appropriation des ressources minières. De même, en Afrique de l'Ouest, la guerre civile au Libéria se propage au Sierra Leone voisin. Modèle de stabilité sous le régime autoritaire de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire en 2002 plonge aussi dans une guerre civile, née de divisions ethniques et religieuses exaspérées par les pressions démographiques et les difficultés économiques et sociales. Au milieu des années 2000, plusieurs conflits perdurent, en particulier en Somalie et au Soudan, déchirés par les guerres civiles depuis son indépendance en 1956 et en plus avec l'explosion en 2003 d'une guerre civile au Darfour. Si de manière générale, les principes démocratiques se diffusent, l'Afrique ne connaît pas de réel développement économique et peine à briser le cercle vicieux qu'alimente l'instabilité politique, la corruption, la pauvreté et l'endettement. Dans le cadre de la mondialisation, les raisons pour lesquelles le continent africain peine à se moderniser, contrairement à l'Asie, s'explique en partie par sa place extrêmement faible dans les échanges internationaux. Une position héritée de son passé colonial, puis du système mis en place par les puissances industrielles occidentales qui ont spécialisé l'Afrique dans l'exportation de matières premières avec des revenus soumis aux fluctuations des coûts mondiaux et l'importation de produits manufacturés. La solution ou les solutions proposées par les institutions financières internationales, Fonds monétaire international et Banque mondiale, sans prendre en compte les besoins spécifiques des pays en développement, ont contribué à alourdir le service de la dette publique et entraver l'amélioration des conditions de vie des populations, en matière de santé et d'éducation notamment. Au tournant des années 2000, cependant, plusieurs chefs d'État africains prennent conscience de la nécessité de développer le commerce régional afin de renforcer la place de l'Afrique dans l'économie mondialisée. La transformation de l'OUA en Union africaine, UA, en 2002, témoigne de cette dynamique. De même, le nouveau partenariat de développement de l'Afrique, en abrégé NEPAD, adopté en 2001, est conçu comme un contrat avec des pays développés proposant d'échanger bonne gouvernance et libéralisme contre investissement massif et aide au développement. Ces initiatives sont ainsi le signe de l'émergence d'une responsabilité collective, mais qui néanmoins traîne véritablement à prendre de l'élan. Tout compte fait, la question fondamentale que l'on ne peut éviter de se poser, une fois de plus, et qui a fait l'objet de cette discussion, est celle de savoir quel est le réel problème de l'Afrique au regard de tout ce qui vient d'être décrit. Et comme nous avons pu constater, il s'agit bien de l'instabilité politique entretenue par des facteurs aussi bien politiques ou géopolitiques et socio-économiques que nous ne tarderons pas à évoquer. Mais au-delà de tout ce qui a été dit,
Nous retiendrons que l'Afrique, dans le cours de l'histoire, a connu la barbarie de l'esclavage, ensuite la colonisation et de nos jours le néocolonialisme. Elle reste manifestement depuis toujours assujettie à l'Occident à partir de l'époque de l'inhumaine traite négrière qui valut cet illustre surnom de nègre à l'homme noir et dont certains narcissiques, barbares et ignorants ne cessent dans nos sociétés actuelles de narguer comme injure dans leur quotidien à toute personne, disent-ils, de couleur. Question d'immoralité, certainement. Immoralité et barbarie qui marquent malheureusement de ce fait une domination ahurie, notamment par une éternité d'esclavage, semble-t-il, jusqu'à nos jours, avec la nouvelle stratégie coloniale. Ce fameux néocolonialisme, fils de la colonisation et petit-fils de l'esclavage. Ainsi, comme nous venons si bien de l'exposer, l'histoire nous rappelle sans cesse un continent affaibli et vidé de ses hommes les plus robustes et valeureux, qui furent amenés d'une part en Europe et d'une autre part en Amérique pour la grande construction du monde. Cette construction qui a été à la base de l'impulsion agricole et industrielle de l'Europe ainsi que de l'Amérique nouvellement découverte. Au triste sort des faits, même aussi vieux de quelques jours, l'Afrique a dû payer au plus fort les fondamentaux de l'évolution industrielle du monde, d'abord par ses ressources humaines, ensuite par le potentiel de son sous-sol et de son sol. L'homme serait donc au risque de fin d'ignorant, oublier de reconnaître le continent africain comme la véritable vertèbre de l'industrialisation occidentale. Les champs de canne à sucre, de coton, de blé, d'éveilla et autres qui ont indéniablement parcouru l'Europe comme l'Amérique au grand prix du lourd sacrifice des Africains participaient en grande partie à l'industrialisation de l'Occident. L'Afrique, dans toute la réalité de l'histoire, reste malheureusement encore hier comme aujourd'hui la principale ressource dans la quête des matières premières pour le développement des industries occidentales, soit la clé de survie même de l'économie de ces États, bien que traités de pauvres. Elle demeure donc visiblement à cause de ses richesses dans la planète pour les puissances impérialistes, une véritable proie qui suscite davantage pour ses prédateurs au fil du temps, une faim inassouvie et un désir vorace d'être toujours rongé. D'un point de vue économique, social, politique ou géopolitique, les faits quotidiens et l'histoire ne nous en disent donc pas autant. Il est pourtant indéniable que si l'Occident a depuis toujours participé à ce que l'on qualifierait de chasse au trésor en Afrique, et prenant dès lors en otage la liberté des peuples africains. Autrefois, la balkanisation, la traite dite négrière, la colonisation et de nos jours, le néocolonialisme matérialisé par la domination indirecte, le culte de la divinisation et de la dépendance aux Occidentaux, qui ne sont que des évidences, démontrant ainsi cet esclavagisme perpétuel que vit l'Afrique. Les puissances occidentales, et notamment les anciennes puissances colonisatrices, soumettent continuellement les États du continent africain sur tous les plans, et aussi bien dans les domaines politiques, économiques et sociaux. En politique, par exemple, on assiste à des dictats. Aucune souveraineté des États n'est visible. Ce sont les gouvernements occidentaux qui décident de la politique interne des pays en Afrique. Les cas les plus instructifs sont ceux de la RDC, du Rwanda, de la Libye de Kadhafi et autres, dont nous exposerons dans les chapitres suivants. En économie, les échanges sur le marché mondial sont inégaux. Les produits africains sont achetés à vil prix, étant donné que le coût d'achat est fixé par l'Occident et la valeur monétaire, quant à elle, reste très faible et subit de façon permanente des dévaluations. La coopération, ici, est la continuation de la colonisation par d'autres moyens. La nature néocoloniale des accords sera explicitement reconnue par le président Giscard d'Estaing d'ailleurs, 15 ans plus tard, après la vague des indépendances, entre guillemets, lors d'une interview vérifiable d'ailleurs sur le net concernant le sommet franco-africain du 10 mai 1976, en rappelant que l'Afrique doit être laissée aux Africains. Il faut dès lors enlever au concept de coopération la notion d'impérialisme sous toutes ses formes, car au moment où se négocient les indépendances des colonies françaises d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, la France met en place un système de coopération, c'est-à-dire un ensemble organisé et articulé d'éléments plus ou moins interdépendants pour perpétuer la colonisation. Le traité de coopération et de défense que la France signe formellement avec ses colonies est bâti selon une architecture et un contenu unique. Il inclut l'ensemble des domaines de coopération, zone franc, coopération commerciale et douanière, coopération culturelle, coopération militaire, etc. Ce système s'impose en bloc pour les anciennes colonies, comme le souligne de manière paternaliste le Premier ministre Michel Debré le 15 juillet 1960, lorsqu'il s'adresse au futur président de l'État gabonais. Il dit, je cite, « On donne l'indépendance à condition que l'État s'engage, une fois indépendant, à respecter les accords de coopération signés antérieurement. » Il dit, il y a deux systèmes qui entrent en vigueur en même temps.
l'indépendance et les accords de coopération. Il le précise, l'un ne va pas sans l'autre. Ici, comme dans la plupart des États africains, et ce précisément en Afrique francophone, on voit bien l'accession aux indépendances comme une espèce de liberté conditionnelle. Tout est ainsi fait et défini, de sorte que l'action impérialiste se perpétue. Les anciens colonisateurs veulent dès lors établir un plan de contrôle ou de domination sur leurs anciennes colonies, qui sera basé sur une coopération frileuse dans le maintien de leurs intérêts, avec en plus comme appât un système d'aide néocoloniale. Cependant, afin d'instaurer un véritable système économique esclavagiste dans le but d'exploiter perpétuellement les matières premières, ces aides sont très souvent octroyées aux pays avec intérêt généré à l'infini, sachant qu'ils ne peuvent rembourser. Cette stratégie émane de la volonté toxique de l'Occident, à faire de l'Afrique un maigre et éternel nourrisson, pour davantage la contrôler et l'exploiter. Et comme le rappelait ainsi le leader ghanéen Kwame Nkrumah, l'impérialisme, je paraphrase, quand il se trouve en face de peuples militants des anciens territoires coloniaux d'Afrique et d'Asie, des Caraïbes et d'Amérique latine, change de tactique. Sans hésitation, il le précise, il se débarrasse de ses drapeaux et même de certains de ses représentants les plus haïs. Ceci veut dire, d'après lui proclame-t-il, qu'il donne l'indépendance à ses anciens sujets et que cette indépendance sera suivie d'une aide, entre guillemets, accordée à leur développement. Sous le couvert ainsi, le précise-t-il, de phrases de ce genre, il met pourtant au point d'innombrables méthodes pour réaliser les objectifs qu'il atteignait naguère grâce au simple colonialisme. C'est l'ensemble, définit-il, de ces tentatives pour perpétrer le colonialisme sous couvert de liberté que l'on appelle le néocolonialisme. La coopération envisagée n'est donc que la poursuite de la dépendance sous de nouveaux atouts. Un grand nombre de responsables politiques de l'époque ne s'en cachent d'ailleurs pas, à commencer par le Premier ministre Michel Debré et par le général de Gaulle. Celui-ci revient sur les objectifs de la coopération dans une série d'interventions du début de la décennie 60. Ces allocutions télévisées d'ailleurs, vérifiables sur le web, en consultant le site de l'INA, conférence de presse du 11 avril 1961, conférence de presse du 31 janvier 1964, allocution du 16 avril 1964, etc., répètent une même série d'arguments. Fierté de l'œuvre accomplie dans les colonisations, nécessité de poursuivre l'œuvre civilisatrice, changement d'époque rendant nécessaire la décolonisation, coopération comme relais pour garder des zones d'influence politique et économique face aux concurrents, etc. La coopération gaulliste est bien un projet de maintien de la dépendance dans une forme moins décrédibilisée et moins délégitimée que la colonisation directe. Il suffit donc de jeter un regard sur un de ces accords coloniaux, le traité de coopération et de défense que la France signe avec ses colonies au lendemain des indépendances, pour saisir les mécanismes de cette dépendance maintenus sur les plans économiques, commerciaux et douaniers. Et en voici quelques exemples. L'accès aux minerais stratégiques. La plupart des accords signés entre la Centrafrique, le Congo, le Tchad de la France prévoient une annexe aux matières premières et produits stratégiques qui sont précisés comme suit. Les hydrocarbures liquides ou gazeux, l'uranium, le lithium, le beryllium, l'hélium, l'annexe énonce dans son article 4. La République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad et autres réserveront à la satisfaction des besoins de leur consommation intérieure les matières premières et produits stratégiques obtenus sur leur territoire. Elle accorde à la République française une préférence pour l'acquisition du surplus et s'approvisionne par priorité auprès d'elle en ces matières et produits. Elle facilite leur stockage pour des besoins de la défense commune, entre guillemets, et lorsque les intérêts de cette défense l'exigent, elles prennent les mesures nécessaires pour limiter ou interdire leur exportation. À destination d'autres pays. Dans un langage plus clair, ces lignes se traduisent comme suit. Les matières premières stratégiques de ces pays sont réservées à la France. Prenons d'autres cas. L'accès au marché. Les mêmes accords prévoient un accès privilégié au marché africain pour la France libellé comme suit dans l'article 12. Les parties contractantes
conviennent de maintenir leurs relations économiques dans le cadre d'un régime préférentiel réciproque dont les modalités d'application pourront être précisées par accords spéciaux. Ce régime préférentiel a pour objet d'assurer à chacune des débouchés privilégiés, notamment dans le domaine commercial et tertiaire, ainsi que dans celui des organisations de marché. Dans un langage plus direct, cet énoncé peut se traduire comme suit. Les exportations de produits agricoles et miniers des pays africains sont réservées à la France et l'accès au marché africain est prioritairement accordé aux entreprises françaises. En outre, l'article 13 du même accord prévoit l'exonération des droits de douane pour les parties contractantes. Et dès le début, d'âpres critiques se sont fait entendre en Afrique, mais également en France et ailleurs. Et les quelques exemples cités suffisent ainsi à illustrer que ces critiques n'étaient pas exagérées. Les accords bilatéraux de coopération concernent beaucoup moins les États africains que les grands groupes industriels français, ainsi que leurs centaines de filiales travaillant sur place en Afrique. Ainsi, le cas de certains pays en Afrique nous interpelle, notamment ceux de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, avec en plus le cas d'une monnaie coloniale dont ils disposent. L'impérialisme tel que nous venons de le remarquer a pris de multiples facettes, tant sur le plan politique qu'économique, dès le lendemain des indépendances. C'est d'ailleurs ce qui amène la France, sur le plan économique, à imprimer dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, soit en décembre 1945, le franc CFA, au détriment de 14 États africains. Ce qui lui permettra par la suite de financer une partie de sa dette. Car il faut rappeler que celle-ci retenait déjà jusqu'en 1973 la totalité des devises provenant des exportations de ces 14 pays africains sur des comptes d'opération. 65% jusqu'en 2005 et 50% dès 2006. Des recettes en devises, notamment des exportations dans le monde entier de l'or, du diamant, du pétrole, du manganèse, de l'uranium, du cacao, du coton, de l'EVIA, etc., etc., qui sont reversés à moitié au trésor public français. La France peut, si elle le désire, contingenter la production du franc CFA ou la dévaluer. Ce qu'elle fit en 1994, d'ailleurs avec le FMI et les États-Unis, générant des conséquences très dures pour les États africains. L'impérialisme a donc de nos jours de nouveaux atouts. Celui-ci de même sur le plan social a des conséquences apparentes. La véritable norme sociologique voudrait malheureusement que l'homme africain soit éternellement un soumis et un encadré sur tous les plans. Ceci passe déjà par la soumission à un mode de vie, à une certaine culture impropre à l'Afrique, qui s'observe par des idéologies que l'Occident prône et exige comme étant morales à côté des autres qui ne sont que barbares. Ainsi, l'homme africain semble être considéré comme un indigène à qui la civilisation doit être imposée, car étant d'après le colon dépourvu de bon sens ou de morale. Il doit être ainsi encadré, éduqué et soumis à des règles que seul l'Occident jugerait nécessaires. Dès lors, tout comme en politique, en économie, dans le domaine de l'éducation et autres domaines, tout n'est que le reflet d'un système à l'occidental. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, comment expliquer cependant qu'en Afrique, les langues et de surcroît étrangères constituent une véritable arme de division et de destruction, soit une arme géopolitique. Il est donc tout simplement clair que l'Afrique n'est pas encore indépendante. Et c'est évidemment cette acculturation et ce manque de souveraineté si flagrant qui contribue négativement à l'écroulement du ciment identitaire et donc à la désunion des peuples africains. Car s'identifiant aux autres et non à eux-mêmes ou à leurs racines. Et bien que l'ouverture aux autres soit incontournable, Cheikh Hamidou Kane se demandait toutefois, néanmoins dans l'aventure ambiguë, si ce que l'on apprend vaut-il ce que l'on oublie. Le cas du Cameroun au sujet de la crise anglophone nous interpelle ainsi à mieux cerner la quintessence de ses propos. Et à ce sujet, nous ne perdrons pas d'encre, car il est évident que celle-ci est inhérente à l'action impérialiste occidentale en Afrique. Nous le démontrerons d'ailleurs un peu plus loin avec d'autres pays afin que la nation camerounaise elle-même tire ses propres conclusions. Mais néanmoins, cela démontre que les Africains ont manifestement appris à vivre à la cadence occidentale depuis toujours, en se laissant détruire par des conflits internes au grand profit de l'Occident.
Les États d'Europe ne cessent de piller le continent africain en exploitant les richesses du sol et du sous-sol au détriment du bien-être de ses peuples, car démontrant ainsi qu'ils aiment curieusement l'Afrique, mais visiblement pas les Africains. C'est en réalité de l'or qu'ils veulent, du diamant, du colbert, de l'uranium, du pétrole, et de ce fait se moquent éperdument que les Africains meurent de famine et de guerre qui ne sont que les conséquences de cette politique impérialiste menée en Afrique. Nous conviendrons donc que si les Occidentaux aujourd'hui comme autrefois sont attirés par l'Afrique, c'est tout simplement à cause des richesses qu'elle regorge et partant, celle-ci, logiquement parlant, ne peut être vue comme un continent indigent. Or, ce qui est un véritable paradoxe au regard de la majorité des pays africains qui croupissent encore dans la misère. On en arrive là donc à une absurdité. L'Afrique est riche, mais les pays africains pauvres. Pour comprendre cette réalité, plusieurs éléments pourront à cet effet faire l'objet d'une controverse, dont nous ne manquerons certainement pas d'expliciter au cours de cette dialectique. Toutefois, nous reconnaissons que, même avec toutes ces richesses, l'Afrique est condamnée à végéter car, comme nous venons si bien de le démontrer, elle est asphyxiée aussi bien sur les plans politiques, économique que social, malgré ses énormes ressources sur le marché international. Ce sont les acheteurs de ces produits qui en fixent le prix, et pas elle. Or, il n'en est pas ainsi des produits en provenance du Nord, dont les produits sont fixés par leurs producteurs. Une supercherie dont la seule victime est l'Afrique. Le marché est libre, dit-on, mais c'est l'histoire du renard libre dans un poulailler libre. Ainsi, au vu des faits quotidiens, on a une Afrique qui semble peiner le pas en termes de développement contrairement aux autres continents. Car en plus, elle est divisée, meurtrie par des rébellions et des guerres civiles organisées dans l'optique de mieux piller ses ressources naturelles. La communauté internationale, dirigée en partie par des États impérialistes, le sait et n'y trouve en réalité rien à dire. Parce que pour elle, il semble approprié au regard des faits quotidiens que les Africains puissent crépasser par millions dans le monde de suite de famine, de guerres, de génocides, dont certains États occidentaux idéaux démesurés et purement expansionnistes en sont les principaux instigateurs. Le génocide rwandais en est un exemple clair, où la dite communauté internationale n'a pas joué son rôle pour mettre fin aux différents massacres, pourtant ayant la possibilité et le mandat d'empêcher ces atrocités. Nous pouvons dans la même lancée citer le cas de la RDC ou de la Libye et bien d'autres pays qui sont des victimes de l'impérialisme à cause de l'inefficacité des Nations Unies, voire de sa complicité dans l'amplification des crises. Or, les puissances impérialistes, au nom de cette organisation et dans la prétention de faire respecter l'ordre mondial, organisent des rébellions et des guerres civiles en Afrique afin de piller les richesses. Ne voyons-nous pas entre autres le pétrole, l'or, le diamant ou l'uranium de tel ou tel pays exploité généralement dans un climat de guerre civile au seul profit de l'Occident? Quel pays en Afrique, découvrant ainsi les richesses de son sous-sol, se voit profiter de celles-ci en toute quiétude? Nous savons malheureusement qu'il n'y en a aucun. En réalité, croyez-le ou pas, s'il fallait dissoudre de façon claire les Africains de la surface de la Terre, sans tirer de ficelles dans l'ombre pour s'accaparer ainsi de leurs richesses, certaines puissances européennes, américaines, dont on connaît très bien dans le monde, qui tirent leurs intérêts en Afrique, n'hésiteront certainement pas un seul instant à le faire. Mais puisque ces dernières sont elles-mêmes prises au piège par leurs propres idéaux qui soi-disant prônent la démocratie, la souveraineté des États, la paix et autres valeurs estimées, elles ne peuvent plus à cet effet agir comme autrefois durant l'esclavage ou la colonisation et sont la plupart du temps dans leur rôle de marionnettistes tapis dans l'ombre dans la mise en scène des rébellions et le management des diverses guerres en Afrique. Et bien plus tard, ce sont ces États impérialistes qui viendront davantage en pompiers et en gendarmes après que la situation généralement dans ces pays soit au paroxysme de l'horreur, pour montrer aux yeux du monde qu'ils sont en principe de bons pompiers et de bons gendarmes en tant que missionnaires de la paix et des valeurs morales, des valeurs démocratiques et souveraines des États. Ce qui est, on le sait régulièrement, très faux. Car dans ces missions de paix, la plupart des soldats qui sont envoyés pour ces opérations de rétablissement de l'ordre se présentent généralement sapeurs-pompiers le jour et la nuit pyromanes. C'est le cas de la RDC, du Rwanda, de la Libye et de bien d'autres que nous ne manquerons pas de présenter un peu plus loin. De ce fait,
Il est clair que la liberté des Africains aujourd'hui, comme depuis toujours, a été kidnappée par un système impérialiste occidental qui exerce par ailleurs son influence sur les entités étatiques africaines dites souveraines ou indépendantes. Cette influence concerne principalement les dirigeants africains qui sont pour la plupart du temps placés à la tête des États. Il est à cet effet clair d'affirmer que l'Afrique n'est nullement dirigée par les Africains, mais plutôt par ses maîtres d'hier, nouvellement déguisés en donneurs de leçons et de morale, en pasteurs humanistes et soucieux de son avenir, or qui en réalité n'ont qu'un seul objectif hier comme aujourd'hui, celui de la piller par tous les moyens et ceci, quel qu'en soit le prix. Cependant, elle ne peut qu'être que divisée, meurtrie par des guerres et des rébellions afin que ceux-ci puissent mieux l'exploiter. Il faut donc au bout de cette remarque rappeler nécessairement que l'Afrique ne se libérera de ces nébuleuses impérialistes que si dans le même cas, des décisions urgentes et drastiques sont prises en vue d'une conscience collective dont le but est de changer les mentalités, soit très exactement d'apporter une nouvelle orientation philosophique dans la gestion des cités africaines afin de conscientiser les peuples et les gouvernements face à la constante menace impérialiste et de défendre la dignité, la liberté de l'homme africain, de même que les richesses de l'Afrique, pour qu'en définitive, le continent puisse véritablement prendre son destin en main. Ce qui passe ainsi par l'éducation, l'insertion des valeurs patriotiques et morales aux futures générations dans les écoles et aussi au sein de la société. Malheureusement, les systèmes éducatifs en Afrique ne sont encore qu'à l'image de ceux de l'Occident. Il faut nécessairement que les pays africains se libèrent du poids de la domination occidentale, et ceci dans tous les domaines, s'ils tiennent véritablement à émerger comme l'a fait la Chine et d'autres nations. Trop d'États en Afrique n'arrivent plus à retrouver la sérénité à cause de l'impérialisme occidental sévissant. Faut-il donc encore citer toutes ces victimes? La RDC, la Libye de Kadhafi, le Mali, il y a encore quelque temps, ou même le Cameroun, à propos de la crise anglophone, pour ne que citer cela, sont parmi tant d'autres des sinistrés de l'impérialisme de certaines nations en Occident. Nous pouvons étendre la liste de ces pays africains pris en otage comme cible de l'impérialisme occidental dont le but est de créer au sein de ceux-ci la division et le désordre afin d'exploiter en maître les matières premières ou pire, de favoriser dans un climat de guerre organisée l'écoulement de leurs marchandises d'armes pour davantage alimenter les conflits. Depuis 1998, on note d'ailleurs une recrudescence de conflits à grande échelle en Afrique. En 1999, l'Afrique était le théâtre de plus de la moitié des conflits armés se déroulant dans le monde. L'actualité en Afrique est donc celle des guerres aussi civiles, politiques que religieuses. De même, elle est celle de l'immigration clandestine, accentuée à travers les mers ou les océans, celle de la polémique sur les régimes politiques en Afrique, avec au centre comme sujet la notion de démocratie imposée et de l'alternance du pouvoir. N'oublions pas dès lors le terrorisme et la naissance des groupes sécessionnistes qui se fondent nouvellement avec violence dans le paysage africain, pourtant encore inconnu il y a quelques décennies. Faut-il de même ignorer les problèmes de gouvernance, les coups d'État, le concubinage paradoxal des partis politiques avec des puissances occidentales dans l'enjeu des quêtes de pouvoir, l'influence de plus en plus notoire des anciennes puissances colonisatrices dans leur précaré pour la conquête perpétuelle des matières premières par tous les moyens, et ceci même au prix des guerres organisées. Mentionnons de même les répercussions de la guerre froide avec le regard plus que déterminé de l'Amérique ou de la Russie et de leurs pays satellites sur le continent dans la recherche d'alliés et des matières premières faisant naître davantage dans cette partie du globe des foyers de crise dus aux guerres d'intérêt et d'hégémonie. On peut cependant évoquer dans la même lancée en dehors des cas qui ne sont d'ailleurs pas moins importants, le problème libyen, il y a quelques années, qui semble faire un véritable sujet de débat lorsqu'on regarde la prolifération du terrorisme avec des groupes djihadistes qui ne cessent de s'aimer la terreur d'une part et l'immigration d'autre part qui fait par millions des victimes dans la Méditerranée dû au climat de guerre qui y règne. L'actualité en Afrique paraît ainsi chargée de péripéties. Elle donne cependant matière à réfléchir. Et comme nous venons de l'exposer d'entrée de jeu, c'est de l'histoire impérialiste qu'héritent en partie ces faits. De nos jours, le format impérialiste est celui de l'instrumentalisation des peuples pour pousser à la révolte en semant la division et les guerres civiles. Ce qui passe par des méthodes les plus sagaces, avec en exemple des concepts dont l'Occident prétend en être précurseur, ou avec l'exploitation de certaines différences de culture au sein des États qui en comptent deux ou
plusieurs, comme ce fut le cas au Rwanda avec les Hutus et les Tutsis, ou au Cameroun avec la question du problème anglophone, soit même entre des peuples d'obédience différentes comme en RCA. Ce format peut se prolonger avec des ingérences humanitaires de la communauté internationale qui, pour la plupart du temps, confond expressément intervention humanitaire et intervention armée. Ceci se justifie par le fait qu'au sein du Conseil de sécurité de l'ONU se trouvent des puissances impérialistes qui, à travers, entre guillemets, des aides humanitaires, profitent généralement de la situation pour mener des interventions militaires sous la casquette des Nations Unies en s'ingérant dans les affaires politiques des pays afin de placer des dirigeants qui serviront à la longue leurs intérêts ou même sur le coup de piller les richesses des États. On peut cependant multiplier les exemples, mais de ce fait, il s'impose ici la nécessité de rappeler urgemment la révision de la politique de la communauté internationale dans la gestion des crises sur le plan des interventions humanitaires. La colonisation de nos jours a de nouveaux atouts et il faut davantage un consortium d'États capable de neutraliser l'action impérialiste sur toutes ses formes, comme ce fut le cas des puissances alliées contre l'expansionnisme du Troisième Reich ou dans le même ordre avec la conférence de Bandung du 24 avril 1955, réunissant ainsi les pays de par le monde pour briser les cercles vicieux de la colonisation afin de rendre aux peuples colonisés leur indépendance. La conférence des peuples afro-asiatiques qui se tint à Bandung du 18 au 24 avril 1955 consacre l'émergence politique des pays du tiers-monde, la mort du complexe d'infériorité, dira par exemple Léopold Sédar Senghor. À l'instigation des gouvernements de la Birmanie, de Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie, du Pakistan, 23 pays d'Afrique et 6 d'Asie y sont réunis, qui représentent plus de la moitié de la population de l'humanité. Dans le communiqué final de cet événement, et après avoir mis en avant leur volonté de coopération économique, culturelle et politique, les nations en quête de développement expriment ainsi leur rejet du colonialisme et 10 principes qui plaident pour la coexistence pacifique et le non-alignement. La conférence afro-asiatique a de ce fait discuté lors de ce sommet des problèmes des peuples dépendants et du colonialisme et des maux résultant de la soumission des peuples à l'assujettissement de l'étranger, à leur domination et à leur exploitation par ces derniers. La conférence fut ainsi d'accord, premièrement, pour déclarer que le colonialisme dans toutes ses manifestations est un mal auquel il doit être mis fin rapidement. Deuxièmement, pour déclarer que la question des peuples soumis à l'assujettissement de l'étranger, à sa domination et à son exploitation constitue une négation des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et empêche de favoriser la paix et la coopération mondiale. Troisièmement, pour déclarer qu'elle appuie la cause de la liberté et de l'indépendance de ces peuples. Quatrièmement, et pour faire appel aux puissances intéressées pour qu'elles accordent la liberté et l'indépendance à ces peuples. Libérées de la méfiance, de la crainte, faisant preuve de bonne volonté mutuelle, les nations devraient pratiquer la tolérance, vivre en paix dans un esprit de bon voisinage et développer une coopération amicale sur la base des principes dont on en distinguera ici 10. Premièrement, comme principe, respect des droits humains fondamentaux en conformité avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de toutes les nations. Troisièmement, reconnaissance de l'égalité de toutes les races et de l'égalité de toutes les nations petites et grandes. Quatrièmement, non-intervention et non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Cinquièmement, respect du droit de chaque nation de se défendre individuellement ou collectivement, conformément à la Charte des Nations Unies. Sixièmement, petit a, refus de recourir à des arrangements de défense collective destinés à servir les intérêts particuliers des grandes puissances, quelles qu'elles soient. Petit b du sixième cas, refus par une puissance, quelle qu'elle soit, d'exercer une pression sur d'autres. Septièmement, abstention d'actes ou de menaces, d'agression ou de l'emploi de la force contre l'intégralité territoriale ou de l'indépendance politique d'un pays. Huitièmement, règlement de tous les conflits internationaux par des moyens pacifiques tels que négociation ou conciliation, arbitrage ou règlement devant les tribunaux, ainsi que d'autres moyens pacifiques que pourront choisir les pays intéressés conformément à la Charte des Nations Unies. Neuvièmement, encouragement des intérêts mutuels et coopération.
Dixièmement, respect de la justice et des obligations internationales. Au regard de tout ce qui a donc précédé et qui a été démontré plus loin, le problème africain est donc par ricochet celui de la domination étrangère, de l'impérialisme ou du néocolonialisme qui se manifeste sous forme d'instabilité politique en Afrique par des méthodes qu'utilise l'Occident et que nous ne manquerons pas d'évoquer dans cette dialectique. Et comme on peut le remarquer en survolant les différents principes reposant sur la conférence de Bandung ci-dessus évoquée, les champs lexico-évocateurs sont effectivement ceux de la domination et de la liberté qui s'opposent mutuellement. L'impérialisme s'oppose donc ici à l'indépendance ou à la liberté, soit encore à la paix et au libre développement des pays, comme il sera mentionné tout au long de cette conférence. C'est donc l'assujettissement dans le cadre de la situation que vivent les États africains qui apparaissent encore et plus que jamais l'une des causes flagrantes et de leur manque de développement et de stabilité. Les nations du monde, en se réunissant ainsi au cours de cette assemblée, dont il faut le rappeler, plus de la moitié de la population mondiale fut représentée, démontre si bien l'urgence d'abolir la colonisation sur toutes ses formes afin que les Africains eux-mêmes puissent s'autogérer. L'impérialisme occidental en Afrique, qui perdure depuis des siècles et des décennies, même après les dites indépendances, apparaît comme un frein à l'émergence des États africains, et ceci dans le sens où des nations belliqueuses formalisent depuis la nuit des temps l'assujettissement d'autres peuples afin qu'ils restent toujours dominés, exploitables. Le schéma le plus démonstratif présente d'entrée de jeu l'esclavage, ensuite la colonisation et de nos jours néocolonialisme. Les États africains font face aujourd'hui à un malaise socio-économique inqualifiable alors que ceux-ci disposent d'énormes ressources pour améliorer les conditions de vie de leur population. L'Afrique est cependant taxée de misère du monde, perçue ironiquement comme un continent de guerre et de tout propos ne reflétant en aucun cas sa vraie valeur. Par contre, au regard de tous ces conflits organisés sur le continent, l'Occident ne peut se défaire de sa grande responsabilité dans le drame que vivent les États africains. Que dire par exemple du problème d'immigration clandestine dont on ne cesse d'en parler, justement au quotidien et qui malheureusement semble une fois de plus ternir l'image de l'Afrique lorsqu'on se demande plus que jamais en Occident si l'Europe devrait-elle accueillir chez elle la misère du monde. La situation d'immigration clandestine à travers les mers est un fait indéniable au quotidien. Et puisqu'il s'agit dans ce chapitre de la présentation du problème africain au paradigme de l'histoire impérialiste en Afrique et des faits quotidiens, il est donc important de le mentionner. Celle-ci fragilise autant l'Afrique que l'Occident, mais elle n'est pas de même sans précédent au regard de la crise libyenne fomentée par les puissances impérialistes, aboutissant à l'assassinat du colonel Kadhafi. L'on n'aurait jamais imaginé que même des années après la chute de Kadhafi, la déflagration de l'État libyen organisée par les puissances occidentales constituerait non seulement un épineux problème pour l'Afrique, mais aussi pour les autres continents. Nul ne peut contester que l'immigration s'est quotidiennement accentuée et le terrorisme, quant à lui, a fait ses valises en Afrique à cause de l'instabilité en Libye et générant dès lors des conséquences fatales. Lors du débat africain portant sur le Forum de Paris sur la paix 2019 à RFI Radio France Internationale, que l'on peut d'ailleurs vérifier sur le web, de 3 présidents africains, notamment son Excellence Idriss Déby Itno du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger et Félix Tshisekedi de la RDC est présidé par le grand journaliste confrère Alain Foka de la dite chaîne. Il a été confié par le président Déby. Ce que nous venons si bien de remarquer est qu'en plus de l'immigration due à la déflagration de l'État libyen, dit-il, l'Afrique fait face aujourd'hui au terrorisme dont on n'en avait jamais entendu parler avant. C'est donc ainsi pour démontrer que si l'instabilité politique en Afrique est de nos jours mise sur la table comme principal problème, d'autres fondements peut-être pas si flagrants comme celle de l'instabilité observable sont en partie les canons des conflits et du retard en Afrique. Nous en avons d'ailleurs évoqué quelques-unes de ces causes tout au long de ce chapitre. Nous en expliciterons d'autres au cours de nos exposés. Et comme nous pouvons une fois de plus le rappeler, l'impérialisme ou le néocolonialisme, subtilement adopté sur toutes ses formes politiques, économiques et sociales, est toutefois l'une des racines du mal-être de l'Afrique, générant sur le plan politique cette instabilité. Par exemple,
L'immigration clandestine tant dénoncée est donc ici une conséquence directe de l'impérialisme occidental mené en Afrique. S'il n'y avait pas eu l'assassinat de Kadhafi, l'État libyen serait encore debout. Et donc, il n'y aurait sans doute pas eu cette facilité de voguer par la mer en passant par la Libye pour rejoindre l'Europe ou les autres continents. C'est un raisonnement aussi vrai et simple. Avant la destitution du colonel pour des intérêts égoïstes des puissances occidentales, l'accès pour l'Europe n'était pas si évident, car la Libye employait déjà sur place environ 500 000 Africains. Le terrorisme n'existait pas en Afrique, avec des groupes armés comme Boko Haram ou d'autres groupes djihadistes qui sèment la terreur. La Libye était l'un des États les plus armés du continent, et une fois déstabilisée, les conséquences drastiques restent quotidiennement observables. Ainsi donc, avec tous ces canons, les pays africains demeurent plus que jamais dans des conflits armés, engendrant de ce fait la misère, le chômage et autres difficultés. Mais comment donc les Africains ne fuiront-ils pas leur continent pour d'autres? Ceci est la question logique et incontournable qu'on ne peut éviter toutefois de se poser. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous percevons des conflits qui éclatent entre des États, mais dont les prémices ont été semées des décennies bien avant. Que les Européens, Américains et autres, qui non seulement pillent l'Afrique, mais aussi la laissent bien après dans un malaise social et économique inqualifiable, fassent attention. Car il est pourtant clair que ces peuples, une fois frappés par la misère, par ces guerres organisées, ne resteront pas tout bonnement à attendre en Afrique leur mort prochaine. Ils fuiront de façon instinctive le danger comme tout humain sensé et quitteront de ce fait leur pays pour trouver refuge en Occident. Les immigrés africains qui abandonnent de ce fait leur pays, leur famille, juste pour des aventures entre guillemets au Titanic, qui se soldent, bien que malheureusement dans des circonstances dramatiques, en sont déjà des exemples vivants. Cette immigration ne pourra que davantage s'accentuer si de même les guerres civiles organisées en Afrique naissent ainsi que l'exploitation abusive des richesses au détriment des peuples. Et réciproquement, elle ne cessera que si dans le même cas, le véritable problème qu'est l'impérialisme occidental en terre africaine venait à prendre fin. Mais ce n'est pas pour ainsi donner un quelconque élan d'encouragement face à la clandestinité qui sévit aux portes de l'Occident. Car l'on peut tout de même s'interroger si l'immigration clandestine trouve là sa véritable justification face à la situation politique, voire cependant même économique en Afrique. D'entrée de jeu, les points de vue au quotidien restent partagés. Se prononcer par ailleurs en défaveur de l'immigration observée à travers les mers et les océans serait justifié, malgré les diverses raisons que peuvent donner les faits aussi déplorables qu'ils le sont en Afrique. Car déjà même parce que le désespoir et l'impasse face au chaos organisé dans cette partie du monde ne peuvent étonnamment trouver d'issue ou fuir serait alors dans la seule mesure d'arranger les choses l'unique option. Et au regard des invasions par les mers et les déserts, on en vient à la conclusion, vu des milliers de morts, que la fuite ne peut guère être le moyen de trouver des solutions. Car si l'Afrique se vidait de ses fils et filles, qui la construirait? Il faut cependant changer les mentalités afin que ce continent puisse de même être défendu et protégé comme ceux d'Europe, d'Amérique et ceci par les Africains eux-mêmes. Et de ce fait, n'oublions pas de même que si l'Afrique est meurtrie aujourd'hui en étant sous la houlette des puissances impérialistes, c'est qu'elle n'a pu être protégée. Les Africains préfèrent se contenter d'admettre, comme l'a toujours voulu l'Occident, qu'à côté des autres peuples, ils ne sont que des épiphénomènes au monde. Ils doivent donc demeurer colonisés et encadrés. Ainsi, justifier par ailleurs l'immigration clandestine serait par là même soutenir le problème de la mentalité africaine. Mais loin d'être ici l'ultime conclusion face à une telle controverse, il ressort irréfutablement que l'impérialisme occidental mené en Afrique reste néanmoins l'injustifiable, soit la principale cause même de l'immigration clandestine dont il faut urgemment dénoncer. Car en réalité, condamner totalement ce phénomène d'immigration en encourageant cependant en Occident le blocus des frontières serait d'affirmer sans remords et davantage que les Africains victimes des retombées impérialistes doivent de ce fait accepter le malheureux sort de subir la misère ou de vivre les guerres, le génocide organisé dans leur territoire et bien d'autres. Bien plus, que faire même déjà de ces lois et règlements sur le plan international qui exigent l'accueil des réfugiés, des conventions de Genève et autres lois internationales qui ne sont malheureusement brandies que pour des ingérences humanitaires au nom des droits de l'homme, afin de déstabiliser davantage les États?
Certes, certains diront qu'il ne s'agirait uniquement pas de réfugiés fuyant les guerres, mais aussi de personnes allant se chercher, comme l'on a l'habitude de mentionner. Mais y a-t-il une différence d'effet et de cause? Soit y aurait-il une différence entre fuir les guerres à cause des retombées impérialistes et fuir de même la misère en allant se chercher à cause du chômage ou de l'exploitation abusive des richesses au détriment des peuples africains, dû de même à l'impérialisme? On en vient donc conséquemment à admettre que la même cause produit le même effet, bien que les raisons de l'effet viennent à diverger. Seulement, à la base, comme nous pouvons une fois de plus le souligner, c'est la cause de l'immigration qui fait problème et non ses conséquences. L'immigration en elle-même n'est qu'une conséquence. C'est la cause qui est ici le véritable problème. Car si la cause est évitée, les conséquences logiquement parlant le seront. Il s'agira donc ici, avant de réprimer ou d'apprécier cette situation, de comprendre déjà dans une logique de cause à effet les différents paramètres qui ont permis qu'on en arrive là. Il serait très facile d'admettre au sein des États occidentaux que l'immigration clandestine ne semble pas justifiée en insistant principalement sur l'effet qu'elle cause, mais en oubliant fondamentalement la cause qui l'a produite et se prononcer en disant cependant avec fierté et orgueil « Ne venez pas en Europe, en Amérique, etc. » Ceci faisant ainsi de leurs frontières, de leur territoire, des forteresses et l'Afrique un immense cimetière jonché de victimes de guerres civiles organisées au grand profit de l'impérialisme occidental. Au regard de tout ceci, l'on pourrait donc croire que l'Europe, l'Amérique, comme les autres continents, seraient par là de véritables jardins d'Éden, tandis que l'Afrique qu'ils pillent et mettent à feu et à sang au détriment de ses peuples, quelque chose de banal, juste un endroit pour la chasse au trésor. Ce qui laisse à cet effet penser que les Africains, eux, ne sont pas jaloux de leur Afrique. Elle doit donc être sujette aux guerres, à la famine et autres fléaux qui la déciment. C'est donc encore ici un des canons qui instaure même l'instabilité politique en Afrique, le problème du lacisme et de la mentalité africaine. C'est un sujet que nous évoquerons un peu plus loin pour mieux répondre à la problématique posée. Toutefois, l'immigration en Occident vient ainsi s'ajouter à ces grands mots africains, vidant le continent de ses fils et filles qui s'imaginent pouvoir trouver au-delà des mers et des océans une vie paisible. Dans tous les médias du monde, on parle de ces personnes, en partie jeunes, de ces Africains qui quittent leur continent pour l'Occident avec des éventuels risques de se faire tuer en mer, juste pour des aventures sans suite. Les Occidentaux doivent comprendre que cette mésaventure ne s'arrêtera que s'ils décident eux-mêmes de mettre fin à toutes ces guerres et à tous ces pillages orchestrés en Afrique et non de dire « ne venez pas en Europe » et partant fermant les frontières et expulsant les étrangers perçus ici comme des envahisseurs. Mais seulement, si chaque continent ou chaque État en faisait autant, que deviendrait le monde ? La promotion d'une Europe de Schengen, depuis la chute de la Libye sous Kadhafi, se présente en partie au sein des gouvernements occidentaux comme une solution pour mettre fin à l'immigration clandestine. Or, n'oublions pas que tout pays, grand ou petit, se complète. Mais au détriment de cette loi naturelle, imaginons un seul instant ce qu'en réalité deviendrait le monde si l'Afrique venait de même à fermer ses frontières, connaissant son indéniable et immense potentiel naturel qui fait d'elle la main nourricière de la planète. Et sans faute à ce sujet, rien ne l'empêcherait de le faire et d'y sortir par la suite positivement grandi de cette expérience. Elle n'a de toutes les façons rien à perdre, plus qu'hier. Car si cette expérience s'avérait négative, en aura-t-elle eu plus qu'avant depuis des siècles des meilleurs? Les faits quotidiens et l'histoire nous prouvent bien que non. Des siècles d'esclavage et de colonisation en valent-ils mieux qu'une expérience de la sorte? Il est pourtant avéré que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. L'Afrique, au vu des nombreuses guerres organisées sur différents fronts par l'Occident, afin de déstabiliser et d'exploiter au quotidien, peut de même se dire qu'il est temps qu'elle mette un terme à cet assujettissement en faisant ainsi pour une fois son expérience solitaire. Et, croyez-le ou pas, elle dispose d'énormes moyens pour y parvenir. L'Afrique possède des ressources naturelles considérables et un potentiel intellectuel non négligeable qui devrait faire d'elle au monde le continent le plus développé et disposer des États les plus puissants de la planète. Car allant du domaine de la connaissance ou des sciences,
Qu'elle soit à cet effet des sciences physiques ou humaines, l'Afrique possède à travers ses fils et filles, depuis l'époque des pharaons et bien avant, une connaissance poussée du monde. Il n'est cependant pas anodin que la plupart des penseurs grecs de l'époque, Thalès de Milète, Pythagore de Samos, Socrate, Platon, Aristote et autres intellectuels ont pour la plus grande majorité effectué des voyages en Égypte pour s'imprégner des secrets les plus énigmatiques de l'univers, notamment dans sa compréhension et dans le domaine de la connaissance d'autres sciences. En architecture et en ingénierie, par exemple, on trouve déjà en Égypte des grands architectes et des grands monuments à l'image des pyramides qui, même après des siècles, restent au monde de véritables mystères dans leur construction. En plus de nos jours, le continent africain dispose des hommes qualifiés dans tous les domaines, qu'ils soient du domaine technologique, économique ou d'ordre social. L'Afrique ne peut donc sortir de cette expérience solitaire totalement transformée et grandie si elle dispose entièrement de tout son potentiel naturel, notamment ses richesses et son potentiel humain, qui ne trouve que pour unique destination l'Occident afin d'être exploité au détriment du bien-être du continent qui ne cesse comme par malédiction de plonger dans des guerres. D'aucuns diront même avec désinvolture que l'Afrique a un penchant pour les guerres. Or, si malheureusement de nos jours, les pays africains sont quelque peu victimes de toutes ces guerres, nous ne l'ignorons pas. C'est bien à cause de ces opposants de la paix qui savent pertinemment qu'une Afrique divisée en guerre de par ses quatre coins est facilement plus exploitable qu'elle l'est unie. Mais après y être parvenu, n'est-ce pas de même l'Occident qui se plaint de subir les conséquences de sa propre politique? De nos jours, les États d'Europe parlant de l'Afrique et des immigrés africains se plaignent d'accueillir chez eux la misère du monde. L'homme, quelle que soit sa couleur, ses origines ou son potentiel intellectuel et financier, peut-il s'assimiler à une misère du monde? Même dans la plus pire des justices au monde, de tels propos ne peuvent qu'être condamnables. Quel exemple de civilisation l'Occident prétend-il apporter au monde? Est-ce la civilisation des guerres capitalistes? Est-ce celle du mépris de l'homme par l'homme? Est-ce l'impérialisme, celle des génocides organisés au profit des matières premières, celle qui traite son semblable de nègre, ou alors celle qui met des nations à feu et à sang pour ensuite s'enorgueillir? Si la civilisation était synonyme de chaos, de barbarie, d'esclavage et d'impérialisme macabre, alors l'Occident aurait accompli avec succès, et ceci depuis longtemps déjà, son œuvre civilisatrice en Afrique. Que les peuples ne se laissent plus manipuler par des éventuelles révoltes sociales non-sens qui causent au final des rébellions et dans les plus pires des scénarios, des génocides provoqués fort malheureusement à des fins stratégiques pour créer des divisions afin de mieux piller les matières premières. À cet effet, que les Africains aient bonne mémoire et interrogent l'histoire sur les événements en Libye avec le président Kadhafi, au Burkina de Thomas Sankara, en RDC de Lumumba ou en Côte d'Ivoire pour ne que citer cela. Qu'ils se posent donc la question, que s'est-il passé dans ces pays-là? Peut-être qu'en s'interrogeant ainsi, ils finiront bien par comprendre la réalité des faits et indéniablement l'histoire coloniale qui ne cesse de se répéter. Interrogeons donc une fois encore l'histoire, afin de tirer plus concrètement des leçons sur des événements récents aussi stupéfiants que grammatiques en Afrique. Cependant, que nous disent d'une manière générale les faits au sujet des États africains? La République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Angola, le Sud-Soudan, le Mali, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Togo, le Burkina, la Libye, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, la Centrafrique, le Tchad, le Cameroun et bien d'autres sont en partie des pays africains qui se battent au quotidien contre des mouvements terroristes qui menacent l'intégralité et la stabilité de leur territoire et pour la grande majorité des pays qui ont déjà été déstabilisés. La lecture que l'on peut avoir des États africains depuis les dites indépendances est nettement celle de l'instabilité, car près des 3/4 des pays du continent seraient déjà déstabilisés depuis les dites indépendances, et ceci juste à cause du fait qu'ils possèdent non seulement des ressources naturelles considérables qui suscitent la convoitise en Occident, mais aussi et surtout parce que la plupart, en plus de ces richesses, ont voulu rompre définitivement avec la domination de leurs anciens colonisateurs, qui refusent ainsi de voir leurs mains nourricières se détourner d'eux. Un véritable challenge. L'Afrique est face à un Occident conservateur du monopole colonial de ses anciennes colonies, car ne pouvant admettre pour ses industries des périodes de vaches maigres.
L'Europe refuse, et ceci même après les 10 indépendances, de laisser derrière elle une Afrique libre et souveraine, un continent qui disposerait de son propre destin et de ses ressources entières, afin de prendre son envol. Il faut donc qu'il soit à jamais dominé, déstabilisé et faible, voire être contrôlé et mieux exploité. C'est donc dire qu'il doit être divisé, meurtri par des guerres ou des rébellions et même recolonisé par des bases militaires occidentales installées dans tous les coins et recoins de ces territoires. Ainsi, peut-on réellement parler d'une indépendance au regard de la géopolitique occidentale en Afrique? Il est évident que non, l'Afrique n'est réellement pas indépendante et c'est encore ici un épineux problème qui est la conséquence de l'instabilité politique en Afrique, comme nous venons si bien de le mentionner plus haut. Les positions stratégiques qu'occupent les puissances occidentales de nos jours de par leurs bases militaires qui parsèment le continent africain montrent si bien l'intention de l'Occident en Afrique qui est visiblement celle de dresser une nouvelle carte du continent afin de mieux la contrôler. Et pour y arriver, il faut qu'elle soit davantage divisée en nano-États pour pouvoir mieux régner et l'exploiter. On peut constater malheureusement que cette méthode fonctionne avec des rébellions et des émeutes qui prennent forme du jour au lendemain, et ceci curieusement lorsque dans ces États, des matières premières sont découvertes. Ces soulèvements sociaux sont donc très souvent accompagnés des coups d'État manipulés par l'Occident. Les méthodes de déstabilisation les plus en vue passent déjà par le dogmatisme idéologique, ensuite par l'instrumentalisation de l'opposition politique en Afrique. Le dogmatisme idéologique repose ici sur des idées qui se réclament comme des valeurs de l'éthique universelle, imposées en Afrique par les puissances occidentales qui se perçoivent en grands moralistes de l'univers. Car, jugeant les peuples d'Afrique comme étant des peuples indigènes et barbares, celui-ci repose sur des concepts dont ils prétendent en être les défenseurs et les fondateurs. On peut citer entre autres les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, la souveraineté, la laïcité, les libertés sociopolitiques, la bonne gouvernance, etc., etc. Ces valeurs, cette morale, mais hélas non pratiquées par ces derniers eux-mêmes, sont dictées en Afrique pour renverser des gouvernements afin d'en instaurer d'autres qui servent leurs intérêts. C'est une des méthodes néocoloniales parmi tant d'autres utilisées dans le contexte actuel. Or, lorsqu'il s'agit par exemple de déstabiliser le Rwanda ou la République démocratique du Congo ou le Niger, en créant ainsi des génocides et des rébellions dans le but d'exploiter l'uranium ou le diamant, causant par ces actes d'énormes pertes en vies humaines, l'on ne voit plus là de grands défenseurs des droits de l'homme, mais plutôt des intérêts à protéger, et ceci quel qu'en soit le sang à verser pour y parvenir. De même, lorsqu'il s'agit comme en Côte d'Ivoire, du président Gbagbo, de bombarder la résidence d'un chef d'État et de mettre à nu devant des millions de caméras un chef, ou de lyncher et l'assassiner comme en Libye, il n'y a plus dès lors de souveraineté à respecter. Lorsqu'il s'agit d'instrumentaliser l'opposition en Afrique et des rébellions dans le but de créer le chaos comme en RDC ou encore en Libye pour pouvoir vendre des armes, il n'y a plus aucune morale à défendre. L'on peut ainsi retenir qu'en réalité, l'histoire de la plupart des pays africains, aussi lointaine que récente, est une histoire ahurie et assez sombre qui devrait sans doute éveiller la conscience collective du peuple africain. Avec tous ces bouleversements sociaux et politiques qu'ont connus de nombreux États en Afrique, à l'exemple particulier de la Libye, source d'instabilité après la mort de son guide. Le cas libyen semble cependant, comme d'autres, celui qui illustre clairement et paradoxalement le problème africain de façon globale. C'est pourquoi, après avoir présenté le problème africain au paradigme de l'histoire impérialiste et des faits quotidiens, il convient à cet effet d'aller en profondeur en prenant un cas d'étude palpable. Dans le chapitre ou dans l'émission qui va suivre, ainsi, il sera donc également question d'apporter quelques réponses concrètes à la problématique centrale qui a fait l'objet de nos écrits, bien évidemment sur le problème africain. Donc dans le chapitre qui va suivre, il sera également question d'apporter quelques réponses concrètes à la problématique centrale qui a fait l'objet de nos écrits en analysant le cas de la Libye, riche d'événements et de façons pour l'Afrique. Chers téléspectateurs, chers Africains, rendus au terme de cette émission, nous vous demandons de prendre conscience. L'Afrique a besoin de prendre conscience. Chaque Africain à son niveau est responsable de diffuser ce message et nous vous retrouverons bien après dans une prochaine émission. Ciao.